Ma mère m'a dit, ne reviens plus. J'ai répondu OK et j'ai annulé l'achat de leur maison. Le lendemain, 46 appels manqués et un cri d'alarme de leur avocat. J'ai ri très fort avant de répondre. Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. C'était la voix de ma mère. Une voix plate, répétée, définitive, sur un message vocal laissé à 21h47 un mardi soir. Aucune dispute au préalable, aucun avertissement, juste un enregistrement de 31 secondes qui effaçait 27 ans passés à être la fille qui payait toutes les factures, couvrait chaque urgence et ne disait jamais non. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai répondu par SMS en un seul mot, d'accord. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que ce d'accord n'était pas une capitulation. C'était une autorisation, la mienne envers moi-même, pour cesser d'être leur filet de sécurité. En 72 heures, le fonds familial était gelé. L'accord immobilier était mort et leur avocat laissait des messages auxquels je n'avais aucune intention de répondre. 46 appels manqués au matin et un SMS de leur avocat disant « Nous avons un sérieux problème ». J'ai éclaté de rire et j'ai répondu. J'étais assise en tailleur sur mon lit dans un studio à Paris, l'ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, finissant un rapport d'analyse de risque pour un client dont le portefeuille comportait plus de drapeaux rouges qu'un défilé. C'était mon métier, repérer le danger avant qu'il n'arrive. Ironique, je sais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un appel manqué de maman, puis la notification de message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter. Ma mère m'appelait rarement directement. Elle appelait Chloé, ma sœur cadette, celle qui vivait encore à 20 minutes de chez nos parents. Celle dont le nom apparaissait dans chaque conversation de groupe familial comme un gros titre. Quand maman avait besoin de quelque chose de ma part, elle envoyait généralement 3 mots maximum, rappelle-moi, ou envoie de l'argent, s'il te plaît. Mais un message vocal semblait différent, presque personnel. Alors j'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie du haut-parleur, plate et claire, comme si elle avait répété les mots devant un miroir. Valérie, c'est ta mère. Je veux que tu saches que nous avons pris une décision en famille. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne reviens pas. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous avançons sans toi. 31 secondes. J'ai chronométré sur la barre de lecture. Je l'ai repassé, pensant avoir manqué une raison, un parce que ou un puisque ou même un après ce que tu as fait. Mais il n'y avait rien, juste le verdict, sans procès. J'ai vérifié notre conversation de groupe familial, celle que Chloé avait créée il y a 2 Noëls, celle où maman postait des recettes de gratin et papa envoyait des photos floues d'oiseaux du jardin. J'avais été retiré, pas mis en sourdine, retiré. Et le groupe avait été renommé. L'ancien nom était Famille Legrand. Le nouveau nom, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort, était nous. Voilà ce que j'étais maintenant, l'opposé de nous. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit et j'ai fixé la photo encadrée sur mon étagère. Notre famille à la remise de diplôme de Chloé. Maman rayonnante. La main de papa sur l'épaule de Chloé. Moi tout à droite, à moitié coupé par celui qui avait pris la photo. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Pendant 10 minutes, je n'ai rien fait. Juste assise là, les mains sur les genoux, écoutant la télévision du voisin du dessus traverser le plafond. Des rires enregistrés. Quelqu'un là-haut regardait une sitcom pendant que toute ma famille votait mon exclusion de l'île. Le premier instinct fut l'ancien. Rappeler. S'excuser. Même si je ne savais pas pourquoi. Demander ce que j'avais fait de mal. Promettre de réparer. C'était le schéma que je suivais depuis mes 14 ans. Absorber le blâme. Colmater les brèches. Maintenir la paix. Mon pouce a survolé le nom de maman dans mes contacts, mais quelque chose s'est bloqué, comme un engrenage qui a finalement lâché. Peut-être était-ce le ton de sa voix. Pas en colère, pas blessé, répété. Ou peut-être était-ce le timing. J'avais passé tout l'après-midi à recalculer les échéances du prêt immobilier de la maison familiale, la maison que je payais, la maison où Chloé dormait dans la chambre principale et où j'avais droit au canapé lit quand je venais en visite. J'ai baissé mon pouce, ouvert les SMS avec maman à la place, tapé un mot. D'accord. Cette lettre en comptant l'apostrophe. J'ai ajouté un point, puis j'ai appuyé sur envoyer. L'écran a affiché et distribué, puis rien.
Pas de bulle de réponse, pas de rappel, juste le silence, ce qui me disait tout. Elle s'attendait à ce que je cours après elle, que je supplie, que j'explique. Quand je ne l'ai pas fait, elle n'avait pas de script pour ça. Je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la tristesse. Ça viendrait plus tard vers 3 heures du matin. Bref et aigu comme une crampe musculaire. Non, je ne pouvais pas dormir parce que mon cerveau faisait ce qu'il fait toujours sous pression. Il s'est mis au travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau tableur. Titre, Obligations financières familiales, V.E. Legrand. Colonne A, Objet. Colonne B, Montant mensuel. Colonne C, Durée. Colonne D, Total. J'ai commencé à taper et ce qui est sorti de ces colonnes, ligne par ligne, était le prix à payer pour être la fille fiable. C'était tellement plus élevé que je ne le pensais. Prêt immobilier de la maison familiale, 1650 € par mois. Je le payais depuis 3 ans. Rien que ça, c'était 59 400 €. Complémentaire santé et aide aux charges pour maman et papa, 640 € par mois. 2 ans et demi, 19 200 €. Le crédit auto de Chloé, le SUV blanc qu'elle postait sur Instagram avec la légende bénie, 380 € par mois, 14 mois, 5 320 €. Puis les urgences, le dépassement d'honoraires pour l'opération du dos de papa, la fuite du toit qu'il fallait réparer avant l'hiver, la caution de l'appartement de Chloé quand elle a déménagé, puis est revenue, puis a redéménagé. La facture dentaire que maman a oublié de mentionner jusqu'à ce qu'elle aille au contentieux. À 2 heures du matin, j'avais tout sur un seul écran. Je me suis reculé et j'ai regardé la cellule du total en gras dans le coin inférieur droit. 130 214 €. J'avais contribué plus que mon salaire annuel sur 6 ans pour des gens qui venaient de me couper les vivres avec un message vocal. Mais le chiffre n'était même pas la pire partie. La pire partie était ce que j'ai trouvé quand j'ai sorti les documents justificatifs que je gardais dans un dossier cloud. La même habitude compulsive de tenue de dossier qui me rendait bonne dans mon travail. J'étais co-emprunteuse sur le prêt immobilier. Mon nom était sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire. J'étais l'unique mandataire de l'héritage de ma grand-mère. 75 000 € qu'elle avait laissé pour les besoins médicaux et l'éducation de la famille, gérés par moi parce que grand-mère disait que j'étais la seule en qui elle avait confiance avec l'argent. Chaque fil financier critique tenant la vie de ma famille passait par mon nom. Ils m'ont dit de partir, mais ils ont oublié que j'étais la fondation. J'ai appuyé sur imprimer. La petite imprimante de bureau a vrombi dans l'appartement sombre, crachant page après page de reçus, de relevés et de contrats. Je n'étais pas encore en colère. Ça viendrait. Pour l'instant, j'étais juste éveillé. Pour la première fois depuis des années, totalement éveillé. Le matin est arrivé gris et froid. Octobre à Paris, le genre de ciel qui ressemble à un plafond bas. J'ai fait du café en pilote automatique, ouvert mon ordinateur et me suis connecté au compte chèque joint. C'était le compte du ménage que j'avais mis en place il y a 2 ans pour simplifier le paiement des factures, prêts, charges, assurances, tout partait d'un seul endroit. Mon argent rentrait. Les dépenses de tout le monde sortaient. Le tableau de bord s'est chargé et je l'ai remarqué immédiatement. L'email de contact sur le compte avait été changé. Mon email Valérie.legrand.fin chez le fournisseur d'accès avait été remplacé. À sa place, un email que je reconnaissais. Celui de Chloé. Le changement était horodaté de 2 jours avant le message vocal. 2 jours avant. Je suis resté assise avec ça un moment. J'ai laissé l'information s'installer. Ma sœur avait changé les coordonnées de contact sur mon compte financier avant que ma mère n'enregistre ce message. Le message vocal n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une étape programmée. J'ai continué à creuser. Dans ma boîte de réception, enfouie sous des emails de travail, j'ai trouvé une notification transférée de l'étude notariale gérant la maison. Objet, modification de bénéficiaire, confirmation en attente. Le formulaire demandait mon retrait de l'acte de propriété, effectif après approbation. Soumis par Chloé Legrand, listée comme représentante familiale autorisée. Je n'avais jamais autorisé personne à me représenter. Je n'avais jamais accepté d'être retiré de quoi que ce soit. Mon café a refroidi sur le bureau. Je n'y ai pas touché. Voici ce que je comprenais maintenant,
assise dans cette lumière grise du matin avec mon ordinateur portable brillant et mon téléphone toujours face contre terre depuis la veille. Chloé ne voulait pas que je sorte de la famille. C'était juste l'histoire de couverture. Elle me voulait hors de la paperasse, hors de l'acte de propriété, hors de la gestion de l'héritage, hors de chaque document prouvant que j'avais construit ce dans quoi il vivait. Le message vocal était la distraction. Le vrai vol se passait dans le système de classement. Et il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je travaille dans l'analyse de risque. Je repère les schémas de fraude pour gagner ma vie. Ma sœur venait de faire le pire pari de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre où cela a commencé. Pas le message vocal. Ça, c'était la fin. Le début était plus silencieux. Le début, c'était une cuisine. J'avais 14 ans. Chloé en avait 10. Les vacances d'été venaient de commencer, et nos parents nous ont fait asseoir à la table de la salle à manger pour expliquer le plan. Chloé irait en colonie de vacances artistiques. 4 semaines, 300 €. Je resterai à la maison et la surveillerai les matins avant que le centre aéré ne commence. Et après son retour, préparer le déjeuner, faire la lessive, m'assurer que la maison ne brûle pas pendant que maman et papa travaillaient. J'ai demandé si je pouvais aller au camp de mathématiques. Il y avait un programme au lycée, gratuit pour les élèves avec les notes requises. J'étais qualifié. Maman a secoué la tête. Quelqu'un doit être ici pour ta sœur, mais c'est gratuit, ai-je dit. Valérie, tu es l'aînée. Tu comprends? Je comprenais. Je comprenais que Chloé avait des étés et moi des responsabilités. Que mes notes n'étaient pas une source de fierté. Elles étaient une prévision de revenus futurs. Quand j'ai eu les félicitations cet automne-là, le seul commentaire de maman a été « Bien. Continue comme ça. L'une de vous doit gagner de l'argent réel un jour. Pas « Je suis fier de toi. » Pas « Tu mérites ça. » Juste « Tu seras utile plus tard. » Et quand Chloé a raté ses examens de 6e cette même année, toute la maison s'est mobilisée. Papa l'a emmenée manger une glace. Maman s'est assise avec elle pendant 1 heure, caressant ses cheveux, disant « Tu es plus qu'une note, mon bébé. » J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu chaque mot. Personne ne m'a jamais dit quelque chose comme ça. Pas parce que j'échouais, mais parce que je n'avais jamais besoin de réconfort. J'étais la forte, la stable, celle qui pouvait gérer. Maman me l'a dit une fois directement. Un appel téléphonique. 2e année d'université. J'avais mentionné me sentir dépassé. Elle a dit, tu es la forte, Valérie. Chloé a plus besoin de moi. 10 mots. Je les ai portés comme une brique dans ma poitrine pendant une décennie. Mon premier vrai salaire est arrivé un vendredi de juin, l'été après mon diplôme. 21 ans, pré-étudiant accumulant déjà des intérêts, salaire de débutant dans un cabinet de conseil de taille moyenne qui attendait des semaines de 60 heures. Je me suis senti fier pendant environ 4 heures. Maman a appelé ce soir-là. Papa s'était bloqué le dos au travail. Pas éligible aux indemnités car il était techniquement sous-traitant indépendant. Facture médicale et dépassement, 2000 €. Pouvais-je aider? Je l'ai envoyé ce soir-là. Sans hésiter. 3 semaines plus tard, Chloé avait besoin d'une caution pour son premier appartement, 1200 €. Elle avait 17 ans, allait avoir 18 ans, entrait en école d'esthétique. J'ai demandé prudemment à maman, est-ce que Chloé a des économies? Le silence à l'autre bout était une arme. Puis, c'est ta petite sœur, Valérie. Elle débute. Comment peux-tu même demander ça? J'ai envoyé les 1200 €. Ma propre dette étudiante, 35 000 €, restait intacte. Personne ne posait de questions à ce sujet. Personne ne proposait d'aide. Ce n'était même pas un sujet. L'hypothèse était simple. Valérie va bien. Valérie gère les choses. Valérie n'a pas besoin d'aide parce que Valérie ne demande jamais rien. Cette première année hors de l'école, j'ai envoyé près de 13 000 € à la maison. Pas en une somme forfaitaire, en coupure. Quelques centaines ici, 1000 là. Toujours urgent. Toujours juste cette fois. Juste cette fois est devenu chaque mois. Ils n'ont jamais dit merci. Je ne veux pas dire qu'ils ont oublié une fois.
Je veux dire que les mots n'ont jamais été prononcés. Pas par SMS. Pas au téléphone. Pas à Noël quand je rentrais avec un vol Lacoste et mangeais à la table que j'avais financièrement reconstruite. Mon anniversaire cette année-là. Maman a oublié. Elle a posté une vieille photo de Chloé sur Facebook cette même semaine. L'anniversaire de Chloé 2 mois plus tard, fête à la maison. On m'a demandé de commander le gâteau et de le payer. Le dernier mois de cette année-là, j'ai mangé des pâtes pendant 9 jours d'affilée parce que mon compte chèque était vide. Je ne l'ai dit à personne parce que si je l'avais fait, maman aurait dit que je faisais ma dramatique, et je l'aurais cru. C'est la partie qui fait le plus mal. 3 ans avant le message vocal, maman a appelé avec ce qu'elle a décrit comme une opportunité familiale. Elle et papa voulaient acheter une maison, un 3 chambres en banlieue, quartier plus calme, meilleures écoles à proximité pour quand les petits-enfants viendront. Elle le disait comme un rêve qu'ils avaient mérité. La réalité était plus simple. Leur crédit était détruit. La dette médicale de papa, un paiement de voiture manqué il y a des années, un avis de recouvrement que maman avait ignoré jusqu'à ce qu'il devienne un jugement. Aucune banque ne voulait les toucher. Alors maman m'a demandé, signe juste comme co-emprunteuse, Valérie. Ton crédit est parfait. La maison sera à mon nom, mais tu seras sur le prêt et l'acte. C'est la maison de famille. Un jour, elle appartiendra à vous deux, les filles. J'ai dit oui. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai pas demandé d'accord écrit au-delà des papiers du prêt lui-même. Parce que la voix dans ma tête, celle que maman avait installée, disait, la famille n'a pas besoin de contrat. Si tu en demandes un, tu ne nous fais pas confiance. Et si tu ne nous fais pas confiance, tu n'es pas de la famille. Alors, j'ai signé. Co-emprunteuse sur le prêt, copropriétaire sur l'acte, bien que maman soit listée comme occupante principale, et à partir de ce mois-là, le paiement de 1650 € sortait de mon compte comme une horloge. Chloé a emménagé immédiatement, a pris la plus grande chambre, l'a décorée, a posté des photos home sweet home. Quand je venais, ce qui n'était pas souvent car je faisais des heures supplémentaires pour couvrir les paiements, je dormais sur le canapé-lit dans le bureau. Je payais pour une maison où je dormais sur un canapé. Environ 6 mois avant le message vocal, j'ai surpris quelque chose lors d'un appel familial. La voix de maman en arrière-plan parlant à Chloé. Elle ne savait pas que j'étais encore en ligne. Elle a dit, une fois qu'on aura renégocié le prêt, on pourra récupérer un peu de capital. Ne t'inquiète pas pour Valérie. Je la gère. Me gérer comme une ligne comptable, comme un problème. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'avais mal entendu, mais mes mains tremblaient quand j'ai raccroché, et le tableur sur lequel je travaillais s'est brouillé devant moi. Ma grand-mère, la mère de maman, est morte il y a 4 ans. Cancer du poumon, rapide et cruel. Elle est passée du diagnostic aux funérailles en 11 semaines. Mes grands-mères étaient vives jusqu'à la toute fin. 2 mois avant de s'éteindre, elle a mis à jour son héritage. 75 000 € mis de côté pour l'éducation et les frais médicaux de la famille. Et elle a nommé un mandataire pour le gérer. Moi. Pas maman. Pas Chloé. Moi. Je me souviens de l'avocat lisant cela et du visage de maman se figeant. Elle n'a pas discuté. Pas à ce moment-là. Pas devant l'avocat. Mais plus tard dans la voiture, elle a dit, ta grand-mère ne comprenait pas comment les choses fonctionnent. Cet argent devrait être géré par la famille ensemble. Je suis la famille, maman. Elle n'a pas répondu. L'argent est resté tranquille pendant 3 ans. Puis Chloé est arrivée. Elle voulait 15 000 € pour un projet d'entreprise, une boutique de revente en ligne qu'elle avait vu quelqu'un gérer sur les réseaux sociaux. Pas de business plan, pas de projection, juste des vibrations et un lien vers un grossiste. J'ai dit non, pas pour la blesser, parce que les termes du mandat étaient spécifiques, éducation, médicale, pas de capital de départ pour une idée sans structure. Chloé a pleuré. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a appelé maman. Maman m'a appelé. Ta grand-mère aurait voulu aider Chloé. Tu es tyrannique. Je suis littéralement les documents légaux, maman, c'est mon métier. Chloé ne m'a pas parlé pendant 2 mois après ça. Et durant ces 2 mois, j'ai appris par un cousin que Chloé racontait à la famille élargie que je thésaurisais l'argent de grand-mère et que je le dépensais probablement pour moi-même. Je n'ai jamais rétabli la vérité. J'étais trop fatigué de combattre des fantômes.
Mais voici la partie qui comptait. La partie dont je n'avais pas réalisé qu'elle deviendrait une arme. 2 mois avant le message vocal, Chloé m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait crever l'abcès. Sa voix était chaleureuse, presque douce. Fraternelle d'une façon qu'elle n'avait pas été depuis des années. Nous avons parlé pendant 40 minutes et à un moment, sa garde a baissé. Ou peut-être est-elle juste devenue imprudente. Et elle l'a dit, honnêtement, Val, j'ai juste besoin que tu sortes de la gestion de l'héritage et de l'acte de propriété. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. Elle l'a dit comme si c'était raisonnable, comme si me demander de m'écarter de ma propre vie était une faveur que je devrais vouloir faire. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que j'enregistrais l'appel. Pas pour la piéger. J'enregistre les appels importants par habitude professionnelle. Mon application signale tout appel de plus de 10 minutes avec un contact familial et enregistre automatiquement avec une tonalité d'avertissement au début. Chloé ne la soit pas entendue, soit s'en fichait. J'ai sauvegardé ce fichier à 3 endroits. Cloud, clé USB, un email à moi-même avec pour objet juste au cas où. Allongé dans mon lit cette nuit-là, je revenais sans cesse à une question. Pourquoi Chloé avait-elle tellement besoin que je parte? Nous avons grandi dans la même maison. Je lui préparais son déjeuner quand maman travaillait tard. J'ai co-signé sa première voiture. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu l'ennemi dans une histoire qu'elle écrivait sans me le dire. Je ne comprends toujours pas entièrement. Peut-être que vous si. Si vous avez déjà été la personne fiable qui a été remboursée par la trahison, pourquoi pensez-vous qu'ils font ça? Donnez votre avis dans les commentaires. Mercredi matin, 2 jours après le message vocal, je suis entré au bureau ressemblant à quelqu'un qui avait dormi dans un destructeur de documents. Marc Dubois l'a remarqué avant que j'atteigne mon bureau. Il était mon aîné de 7 ans, un expert comptable à la voix calme et au genre de présence stable qui faisait que les clients se sentaient en sécurité en remettant leurs chiffres les plus laids. Nous avions travaillé sur une 12aine d'audits ensemble. Il n'était pas du genre à fouiner, mais ce matin-là, il a fouiné. J'étais allé à la salle de pause pour un café et quand je suis revenu, Marc se tenait près de mon bureau, pas assis, debout comme si quelque chose l'avait arrêté en plein pas. L'écran de mon ordinateur portable était encore ouvert. Le tableur était toujours affiché. Obligations financières familiales, VE Legrand. Le total était en gras en bas. Il m'a regardé, puis l'écran, puis de nouveau moi. Val. Sa voix était basse. Je ne veux pas être indiscret, mais ce tableau, c'est de l'argent qu'on te doit ou de l'argent que tu as donné? J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que c'était un dossier client, une maquette, un modèle, mais je tournais sur 4 heures de sommeil et les vapeurs d'une décennie à faire semblant d'aller bien, et quelque chose dans la façon dont Marc a demandé, direct, sans jugement, sans remplissage, a brisé le seau. Je lui ai dit, pas tout, juste les grandes lignes. Message vocal, retiré du groupe, la maison, l'héritage, le chiffre. Marc n'a pas réagi comme la plupart des gens. Il n'a pas eu le souffle coupé, n'a pas secoué la tête ni dit c'est terrible. Il est devenu silencieux. Et quand Marc devient silencieux, ça veut dire qu'il calcule. 10 secondes ont passé. Puis il a dit quelque chose qui a réorganisé les meubles dans ma tête. Valérie, j'ai été là où tu es. Détails différents, même architecture. Mon père a fait quelque chose de similaire quand j'avais 29 ans. Et la chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt est celle-ci, tu n'as pas besoin de les rappeler. Tu as besoin d'appeler un avocat. Il a écrit un nom sur un post-it et l'a fait glisser sur mon bureau. Jeanne Arnaud, avocate en droit immobilier et succession, un numéro parisien. J'ai regardé le post-it, puis Marc. Elle est douée. C'est elle qui m'a empêché de perdre ma maison. J'ai mis la note dans mon portefeuille. Elle y est restée exactement 7 heures, le temps qu'il me faille pour trouver ce que j'ai trouvé ensuite. Ce soir-là, je me suis assise avec chaque document que j'avais et je les ai passés en revue comme je passerais en revue le portefeuille d'un client, ligne par ligne, cherchant ce qui ne correspondait pas. J'ai ressorti l'email de l'étude notariale concernant la maison, celui demandant mon retrait de l'acte. Je l'avais remarqué ce premier matin, mais je n'avais pas regardé attentivement la pièce jointe. Maintenant, je l'ouvrais. Le formulaire était standard, une demande de modification de bénéficiaire. En bas, 2 lignes de signature, une pour Dominique Legrand, propriétaire principal.
Une pour Valérie Legrand, copropriétaire. Les 2 lignes étaient signées. J'ai zoomé sur ma signature, et mon estomac est devenu froid. C'était proche. Quelqu'un avait étudié mon écriture. L'inclinaison était bonne. La taille était bonne. Même la petite queue que je laisse sur le E de Valérie était là. Mais le V de Valérie était faux. J'écris mon V majuscule avec une boucle ouverte. Une habitude de signer des documents financiers rapidement. Ce V était fermé, scellé. Une petite chose, le genre de chose que seul moi remarquerais. Mais j'ai remarqué que quelqu'un avait falsifié ma signature pour me retirer de l'acte d'une propriété pour laquelle j'avais payé plus de 59 000 €. J'ai vérifié les détails de soumission sur le formulaire. Soumis électroniquement par Chloé Legrand, représentante familiale autorisée. Date de soumission, 3 jours avant le message vocal. 3 jours avant. Je me suis rassise dans ma chaise et j'ai laissé la chronologie se construire d'elle-même. D'abord, Chloé soumet le document falsifié pour me retirer de l'acte. Ensuite, elle change l'email de contact sur le compte joint. Ensuite, et seulement ensuite, maman envoie le message vocal. Ce n'était pas une famille qui s'effondrait dans la chaleur du moment. C'était une séquence, un plan. Étape 1, étape 2, étape 3. Mon retrait de la paperasse d'abord, puis mon retrait de la famille pour que je ne regarde pas les documents pendant qu'ils me poussaient vers la sortie. Ma sœur ne m'a pas seulement trahi. Elle a géré un plan de projet. Et dans mon métier, un plan de projet laisse une trace. J'ai appelé Jeanne Arnaud le lendemain matin. Son assistante m'a passé en moins de 3 minutes une fois que j'ai mentionné les mots aux signatures falsifiées et modification de titre en attente. Le cabinet de Jeanne était dans un immeuble haussmannien converti près de l'Opéra, des étagères du sol au plafond, un bureau en verre qui reflétait les lumières du plafond, et une chaise si ferme qu'elle semblait conçue pour garder les clients concentrés. Elle m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Je ne voulais pas être à l'aise. Je voulais des réponses. J'ai posé le dossier sur son bureau. Tout. Contrat de prêt, acte, le formulaire de modification falsifié avec les 2 signatures, l'email du notaire, le tableur, 130 000 € détaillés, et la notification bancaire montrant que Chloé avait changé l'email de contact sur le compte joint. Jeanne a parcouru chaque page comme un chirurgien lit un scanner. Lentement, sans expression, lunettes aminées. Elle a posé la signature falsifiée à côté de ma vraie signature du contrat hypothécaire original et a étudié les 2 côte à côte. Puis elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Mademoiselle Legrand, vous avez 2 problèmes et un avantage. Elle a tapoté le formulaire falsifié. Problème 1, quelqu'un a commis une fraude en utilisant votre identité. La divergence de signature seule pourrait soutenir une plainte pour faux et usage de faux. Elle a tapoté l'email du notaire. Problème 2, une renégociation de prêt est en cours sur une propriété que vous copossédez sans votre connaissance ou consentement. Les 2 sont graves. Elle a marqué une pause. Votre avantage est simple. Vous êtes co-emprunteuse. Vous êtes copropriétaire. Vous êtes l'unique gestionnaire de l'héritage familial. Rien, pas la renégociation, pas le changement de titre, pas un seul euro de cet héritage ne bouge sans votre signature réelle. Et votre signature réelle est la seule chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Je suis resté avec ça un moment, puis j'ai posé la question qui montait depuis mardi soir. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête tout? Arrêtez de payer le prêt. Arrêtez de signer quoi que ce soit. Arrêtez d'être l'infrastructure. Jeanne a croisé les mains. Alors tout s'effondre sous son propre poids. La banque émet un avis. La renégociation meurt. L'héritage reste verrouillé. Tout ça. Chaque arrangement financier dont ils dépendent cale jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. Elle a laissé ça atterrir. Puis elle a ajouté presque doucement, il y a une chose de plus que vous devez savoir. Une signature falsifiée sur une modification d'acte n'est pas juste une affaire civile. En France, le faux et usage de faux est un délit pénal passible de prison et d'amende. Je ne dis pas que vous devez aller jusque-là, mais vous devez savoir que vous le pourriez. Ma chaise m'a soudain semblé beaucoup moins inconfortable. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Je n'avais pas écouté l'appel de Chloé depuis le soir où il a eu lieu, il y a 2 mois. À l'époque, je l'avais classé sous agaçant mais inoffensif. Juste Chloé étant Chloé,
essayant d'obtenir ce qu'elle voulait avec une voix douce et une demande détournée. Maintenant, avec tout ce que je savais, ça sonnait complètement différemment. J'ai mis mes écouteurs et appuyé sur lecture. La voix de Chloé a rempli ma tête, chaleureuse et décontractée, la façon dont elle devient quand elle veut quelque chose mais ne l'a pas encore demandé. Je dis juste, Val, tu es tellement occupé tout le temps. Tu as ta carrière, ton appart, toute ta vie là-haut à Paris. Ne serait-ce pas plus simple si tu prenais juste un peu de recul? Laisse maman gérer le truc de l'héritage et la maison. Honnêtement, si ton nom n'était pas dessus, tu n'aurais plus à t'inquiéter des paiements. Ce serait un soulagement, non? Je me souvenais avoir pensé à l'époque qu'elle était maladroite mais pas malveillante. Juste Chloé essayant de simplifier son monde. Puis est venue la ligne à la minute 32 de l'enregistrement. J'ai juste besoin que tu sortes de la gestion et de l'acte. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. J'ai mis sur pause, rembobiné, joué à nouveau. J'ai juste besoin que tu sortes de la gestion et de l'acte. Besoin, pas envie, pas ce serait sympa si. Besoin. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle allait faire. Elle l'avait dit à voix haute dans un téléphone qui enregistrait après une tonalité qu'elle avait soit ignorée, soit pas entendue. Et ensuite, quand je ne me suis pas porté volontaire pour disparaître, elle a falsifié mon nom et a fait livrer par maman l'avis d'expulsion déguisée en décision familiale. J'ai sauvegardé le fichier à nouveau. Cloud, clé USB, email à moi-même. 3 copies. Parce que dans ma famille, la vérité a l'habitude de disparaître. Je ne savais pas encore quand je l'utiliserais ou comment. Mais je savais ceci, cet enregistrement était la seule carte que Chloé ne savait pas que je tenais. Et j'allais attendre exactement la bonne table pour la jouer. Vendredi après-midi, bureau de Jeanne. J'étais assise en face d'elle avec un bloc-notes que j'avais rempli des deux côtés. Elle en avait un assorti. Passons cela en revue, a-t-elle dit. Étape par étape ce que vous pouvez faire, ce qui est dans vos droits, et quelles seront les conséquences pour eux et pour vous. Étape 1, notifier la banque que le formulaire de modification d'acte a été soumis avec une signature falsifiée. Jeanne enverrait une lettre formelle avec des preuves à l'appui. Ma vraie signature du prêt original contre la fausse sur l'amendement. La banque serait légalement tenue de geler la transaction de renégociation en attendant l'enquête. Étape 2, en tant qu'unique mandataire de l'héritage de grand-mère, j'avais pleine autorité pour geler toutes les distributions. Pas besoin d'ordonnance du tribunal. Pas d'approbation d'aucun membre de la famille. Une signature de moi, un coup de fil à l'institution de gestion, et 75 000 € se retrouvent sous clé. Étape 3, arrêter les paiements automatiques du prêt. J'étais co-emprunteuse, pas l'emprunteuse principale. Dominique était la principale. Si j'arrêtais de payer, l'obligation revenait entièrement à elle, et ses revenus ne pouvaient pas supporter le prêt seul. La banque émettrait un avis formel sous 30 jours. Si elle ne pouvait pas rattraper le retard ou refinancer indépendamment, l'horloge de la saisie commencerait. Étape 4, Jeanne envoie une mise en demeure en mon nom, notifiant la famille que je me retirais de toutes les obligations financières partagées avec effet immédiat. J'ai écouté chaque étape, hoché la tête à chacune, puis posé la question que mon instinct ne lâchait pas. S'ils perdent la maison. Jeanne n'a pas scié. Valérie, ils vous ont dit de partir. Vous partez. Vous ne leur prenez pas la maison. Vous vous retirez d'un prêt qu'ils ne peuvent pas honorer sans vous. Si cela provoque un effondrement, c'est que la structure n'a jamais été solide. J'ai pris le stylo et signé la lettre d'autorisation. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Pas parce que je doutais de la décision, mais parce que je savais qu'une fois cette encre sèche, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas de résolution calme, pas d'appel tardif qui remet tout dans le tiroir. C'était le bruit d'un pont que je ne brûlais pas. J'arrêtais juste d'être le pont. Lundi matin, j'ai conduit jusqu'à la banque qui gérait l'héritage de grand-mère pendant ma pause déjeuner. L'agence était calme. Quelques clients au guichet. Une musique douce que je ne pouvais pas nommer. Le bourdonnement des néons. Je me suis assise avec un conseiller nommé Daniel. Un homme agréable avec une cravate bleue et un stylo. Il cliquait nerveusement quand il parlait. J'ai présenté ma documentation de mandataire, ma carte d'identité, l'acte original, une lettre de Jeanne confirmant mon statut légal. Daniel a tout passé en revue, cliquant sur son stylo exactement 14 fois. Puis il a levé les yeux.
Mademoiselle Legrand, vous êtes l'unique gestionnaire sur ce compte. Aucun autre signataire, pas de co-gestionnaire, pas de bénéficiaire secondaire avec autorité de retrait. Clic. Que souhaitez-vous faire? Je voudrais placer un gel complet sur toutes les distributions de ce fonds avec effet immédiat. Aucun retrait, aucun virement, aucun décaissement jusqu'à ce que je les autorise par écrit. Il a cligné des yeux. Une raison particulière? J'ai des inquiétudes concernant un accès potentiel non autorisé. Je voudrais mener une revue de toute l'activité avant de permettre tout mouvement supplémentaire. C'était un langage qu'il comprenait. Il a tapé pendant 2 minutes, imprimé un formulaire, l'a fait glisser sur le bureau. J'ai signé. 75 000 € verrouillés. Daniel a dit, vous recevrez un email de confirmation dans l'heure. Personne d'autre ne pourra accéder à ces fonds sans votre autorisation écrite. Merci, Daniel. Je suis sorti sous le soleil d'octobre. L'air était vif. Les feuilles changeaient de couleur. Je suis resté sur le trottoir un moment et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de triomphe, pas de satisfaction. De la légèreté. Comme poser une valise que je n'avais pas réalisée portée à travers chaque porte depuis 4 ans. C'était l'étape 1. L'héritage était sécurisé. L'argent de grand-mère était en sécurité. Mais le vrai tremblement de terre arrivait encore. Parce que quand Chloé essaierait d'accéder à ce compte, et elle essaierait, j'en étais sûr. Elle frapperait un mur qu'elle ne pourrait pas charmer, pleurer ou falsifier pour traverser. Et ce mur porterait mon nom. Mardi, la parajuriste de Jeanne a envoyé 3 emails avant midi. Le premier est allé au prêteur immobilier, un avis formel de fraude à la signature sur le formulaire de modification d'acte, accompagné d'une comparaison côte à côte de ma vraie signature et de la fausse, plus mon attestation sur l'honneur confirmant que je n'avais jamais autorisé le changement. La lettre de Jeanne demandait un gel immédiat sur toutes les transactions en attente liées à la propriété jusqu'à ce que la banque termine sa revue interne. Le deuxième email est allé au même prêteur, les notifiant que moi, en tant que co-emprunteuse, je mettais fin à mon autorisation de prélèvement automatique effective au prochain cycle de facturation. La lettre citait mon droit légal de cesser les paiements volontaires sur un prêt où l'emprunteuse principale, Dominique Legrand, avait initié des modifications non autorisées sans mon consentement. Le troisième email est allé directement à la famille Legrand à l'attention de n'importe quelle adresse email que Dominique avait dans ses dossiers comme une mise en demeure formelle. Il déclarait dans un langage juridique propre que Valérie Legrand se retirait de toutes les obligations financières partagées, qu'aucun autre paiement ne serait fait sur le prêt, l'assurance ou toute autre dépense commune. Et que toutes les communications futures devaient être dirigées vers maître Jeanne Arnaud, avocate à la cour. 3 emails, 12 pièces jointes entre eux, 3 clics sur le bouton envoyer. À 16 h cet après-midi-là, le prêteur immobilier avait répondu. La transaction de renégociation était gelée, en attente d'une enquête pour fraude. La modification d'acte était signalée. Aucun changement au titre de propriété ne serait traité jusqu'à nouvel ordre. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking après le travail. Moteur éteint, main sur le volant. Elle tremblait, pas de peur. Du vertige étrange de faire quelque chose d'irréversible. En 48 à 72 heures, ces lettres atterriraient. Maman découvrirait que le paiement du prêt n'était pas passé, que la renégociation était morte, que l'héritage était verrouillé, l'avis d'annulation d'assurance arriverait sous 30 jours. Chaque filet de sécurité unique que j'avais construit sous eux, chaque fil invisible d'argent, de signature et de fiabilité avait disparu. Pas coupé, juste lâché. La façon dont on lâche une corde quand la personne à l'autre bout vous dit qu'elle n'a plus besoin de vous. J'ai tourné la clé, suis sorti du garage, et conduit chez moi à travers le trafic parisien avec les fenêtres baissées, l'air froid remplissant la voiture, et j'ai attendu que mon téléphone commence à sonner. Ça ne prendrait pas longtemps. Cela a pris exactement 51 heures. J'étais à mon bureau jeudi matin en train de revoir le rapport d'exposition d'un client quand mon téléphone a commencé à vibrer. Pas la vibration unique polie d'un SMS, la longue impulsion insistante d'un appel, puis un autre, puis un autre. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai fini mon paragraphe, sauvegardé le fichier, puis retourné le téléphone. 19 appels manqués de maman, 8 de papa, 14 de Chloé, 5 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, 46 au total. Les SMS étaient empilés comme des briques. Maman, Valérie, appelle-moi tout de suite. Maman, ce n'est pas un jeu.
Maman, quelque chose est arrivé avec la banque et tu dois réparer ça. Chloé, Val, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, la renégociation est gelée. Ils ont dit que ton avocat a envoyé quelque chose. Chloé, appelle-moi maintenant. Papa, chérie, s'il te plaît rappelle. Ta mère est très contrariée. Papa, nous devons parler de la situation de la maison. Et puis celui qui m'a fait poser mon café et le relire 2 fois. Un email du numéro inconnu. En-tête professionnelle. Maître Guillaume Perrin, avocat à la Cour, représentant Dominique Legrand. Chère mademoiselle Legrand, je représente votre mère, Dominique Legrand, concernant la propriété résidentielle à adresse. Il a été porté à notre attention que plusieurs actions financières ont été prises qui impactent directement les intérêts de nos clients. Nous aimerions organiser une conversation immédiate pour discuter d'une résolution. Veuillez répondre dès que possible. Et en bas, presque après coup, nous avons un sérieux problème. Je l'ai lu une fois de plus. Puis je me suis reculé dans ma chaise et j'ai ri. Pas un rire amer, pas un rire de méchant, juste le son surpris, involontaire d'une femme qui avait passé 6 ans à répondre à chaque coup de téléphone à la première sonnerie, et qui venait de regarder 46 appels aller sur messagerie. 46. Ce chiffre continue de jouer dans ma tête parce que je me souviens avoir pensé, c'est à peu près un pour chaque 3000 € que je leur ai donné. Drôle comme nous avançons sans toi, deviens vite, appelle-nous immédiatement. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'email de Maître Perrin, et l'ai transféré à Jeanne. Puis j'ai tapé une ligne dans le corps du transfert. Planifions la réunion. Chloé n'a pas attendu la réunion. Elle n'a jamais été patiente. Les SMS ont commencé à arriver jeudi après-midi, l'un après l'autre, espacés juste assez pour suggérer qu'elle faisait les 100 pas en tapant. Val, je ne sais pas ce que tu as dit à la banque, mais tu dois annuler ça. Maman est en train de vriller. Puis 12 minutes plus tard, ce n'est pas à propos de toi et moi, ok? C'est pour la famille. Tu mets maman et papa dans une situation vraiment dangereuse là. 20 minutes après ça, je n'ai jamais voulu que tout ça aille aussi loin. Tu le sais. On était juste énervés. Les gens disent des choses quand ils sont énervés. Et la conclusion, celle qu'elle devait penser être son atout, tu es vraiment, vraiment égoïste en ce moment, Valérie. Genre incroyablement égoïste. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine et j'ai lu chaque message attentivement. Pas parce que j'avais besoin de les comprendre. Je les comprenais parfaitement. Je les lisais parce que je voulais cataloguer le schéma une fois de plus avant d'arrêter de m'y engager pour toujours. Message 1, détourné. Faire en sorte que ce soit à propos de ce que j'ai fait, pas de ce qu'elle a fait. Message 2, invoquer le bouclier familial. Utiliser maman et papa comme arme pour déclencher ma culpabilité. Message 3, minimiser, réécrire le message vocal comme une erreur sous le coup de la colère. Effacer la signature falsifiée, l'email changé, le plan en 3 étapes. Message 4, l'étiquette, égoïste, le mot qu'elle savait que je fuyais depuis mes 14 ans. 4 messages, 0 excuse, aucune mention du message vocal, aucune mention de la signature falsifiée, aucune mention de la modification d'acte qu'elle a soumise sous mon nom sans mon consentement. Même Chloé, même stratégie, juste plus fort maintenant que les enjeux étaient réels. J'ai tapé une réponse. Dis à ton avocat de contacter la mienne. Et j'ai joint la carte de visite de Jeanne comme fichier contact. 30 secondes de silence. Puis 3 points gris sont apparus. Disparus. Apparus à nouveau. Tu es sérieuse là? J'ai fermé l'application, posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le bas, puis un dernier message de Chloé. Je l'ai vu dans ma bannière de notification avant de mettre la conversation en silencieux. Bien, mais ne me blâme pas pour ce qui va se passer ensuite. J'ai failli sourire parce que cette phrase, ne me blâme pas pour ce qui va se passer ensuite, était la chose la plus honnête que Chloé ait dite depuis des années. Elle planifiait déjà son prochain coup et elle voulait une couverture à l'avance. La différence maintenant était que je planifiais aussi et mes plans venaient avec de la documentation. Vendredi soir, je préparais le dîner. Des pâtes, rien d'extraordinaire. Quelque chose à faire avec mes mains. Quand mon téléphone a sonné, le numéro de papa. J'ai décroché parce que la dernière fois que papa a appelé 2 fois en une semaine, c'était quand il est allé aux urgences. Mémoire musculaire. La fille responsable répondant à l'appel responsable.
Mais ce n'était pas papa. Valérie Marie Legrand. La voix de maman. Nom complet. Le ton qu'elle utilise quand elle veut que tu te sentes comme si tu avais 11 ans à nouveau. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu es en train de détruire cette famille. Ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. La banque a envoyé une lettre pour le prêt. L'assurance dit que notre couverture se termine. Et maintenant Chloé me dit que tu te caches derrière un avocat comme si nous étions des étrangers. J'ai baissé le feu au minimum. Maman, tu m'as envoyé un message vocal me disant de ne pas revenir. Je fais ce que tu as demandé. C'était parce que j'étais énervé. Tu sais comment je suis. Mais ce gel des comptes, arrêter les paiements, ça c'est toi qui es vindicative exprès. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont plus les miennes. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Si je ne suis pas de la famille, je ne suis pas financièrement responsable de la famille. Silence. 2 battements. 3. Puis, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années que j'ai passées à t'élever, c'est comme ça que tu me rembourses. C'était là. Le script? La même culpabilisation qui m'avait fait signer des chèques pendant 6 ans. Je sacrifie. Tu dois. Le grand livre éternel de la famille où mon côté était toujours dans le rouge. Maman, je ne rembourse rien. J'ai fini de payer. Il y a une différence. Sa respiration est devenue aiguë. Tu regretteras ça, Valérie. Je te le dis, tu regarderas en arrière sur ce moment et tu auras honte. Peut-être. Mais si j'ai honte, ce sera pour mes propres raisons, pas parce que tu m'as dit de l'être. J'ai raccroché, posé le téléphone à côté de la cuisinière. Mes mains tremblaient. L'eau des pâtes débordait, sifflant sur le brûleur. Je ne pleurais pas. Ou si je le faisais, ce n'était pas de culpabilité. C'était du genre de chagrin qui vient quand on réalise que la personne qu'on espère que sa mère deviendra n'existe pas. N'a jamais existé. Et aucun montant de paiements hypothécaires n'allait jamais la construire. J'ai éteint le brûleur. Je n'avais plus faim. Mais j'ai remarqué quelque chose debout dans cette cuisine calme avec la vapeur s'enroulant autour de moi. Dominique n'avait pas mentionné la signature falsifiée. Pas une seule fois. Soit elle ne savait pas ce que Chloé avait fait, soit elle le savait et avait décidé que ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas sûr de ce qui était pire. Samedi matin, mon téléphone est devenu un tableau d'affichage de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tante Hélène, la jeune sœur de maman, a envoyé un SMS en premier. Chérie, ta mère est hors d'elle. Peu importe ce désaccord, ne pouvez-vous pas juste en parler? Elle dit que tu essaies de prendre la maison. Puis oncle Robert, du côté de papa, a entendu des choses par le téléphone arabe. Tu sais, la famille passe avant tout, non? Ne laisse pas l'argent gâcher ce qui compte. Puis un cousin que j'avais rencontré exactement 2 fois. Salut Valérie. Pas sûr de ce qui se passe, mais Chloé a l'air vraiment blessée. Je voulais juste dire que tu devrais probablement appeler ta mère. L'un après l'autre, toute la matinée, tous avec les mêmes empreintes invisibles. J'ai ouvert Facebook. Je n'avais rien posté depuis des semaines, mais j'avais un pressentiment. Et c'était là. Le dernier statut de Chloé posté à 23h la veille. Quand ton propre sang te tourne le dos pour de l'argent. La famille ne devrait jamais être une question de transaction. Certaines personnes ne se soucient que du contrôle. Je prie pour la guérison. 47 likes, 22 commentaires, des cœurs et des mains en prière, et des sois forte ma belle de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Un commentaire de tante Hélène, on t'aime, ma puce. La vérité finit toujours par sortir. Oui, ai-je pensé, elle finit par sortir. Ma poitrine s'est serrée. Le vieux réflexe s'est déclenché. Le besoin d'expliquer, de corriger, de poster ma propre version, d'aligner les preuves et de montrer à tout le monde le tableur et la signature falsifiée et le message vocal. J'ai tapé 3 réponses différentes, effacé les 3. Puis je me suis souvenu de ce que Marc m'avait dit autour d'un café 2 jours plus tôt quand j'avais admis que j'étais terrifié d'être la méchante dans le récit de Chloé. Ne combat pas le récit sur leur terrain, avait-il dit, remuant son café sans lever les yeux. Apporte la vérité dans la bonne pièce. La bonne pièce. Pas Facebook, pas une conversation de groupe.
pas un appel téléphonique où maman peut raccrocher quand les faits deviennent inconfortables. Une pièce avec une table, avec des avocats, avec des documents où pleurer ne l'emporte pas sur les preuves et où je suis la victime doit rivaliser avec des eurodatages. J'ai fermé Facebook, ouvert mon email, écrit à Jeanne. Je pense qu'il est temps pour la réunion. Tous. Face à face avec tout ce que nous avons. Jeanne a répondu en 11 minutes. D'accord. Je vais coordonner avec Perrin. Vendredi, mon bureau. 5 jours. 5 jours avant que chaque histoire que Chloé avait jamais racontée ne doive survivre à une table de conférence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et me suis versé un deuxième café. Mes mains étaient stables. Lundi après-midi, Jeanne m'a appelé de son bureau sur haut-parleur pour que je puisse écouter. Elle avait joint Guillaume Perrin. La conversation était polie de la façon dont une partie d'échecs est polie. Mouvement contrôlé, langage mesuré, rien de gaspillé. Maître Perrin. Je représente Valérie Legrand. Comme vous le savez, ma cliente est co-emprunteuse sur le prêt et copropriétaire sur l'acte de la propriété que votre cliente occupe. Elle est aussi l'unique mandataire du fonds familial Legrand. Je suis au courant des arrangements financiers, a dit Guillaume. Sa voix était prudente, juridique. Alors vous devriez aussi être au courant qu'un formulaire de modification d'acte a été soumis à l'étude notariale portant la signature de ma cliente, une signature que ma cliente n'a pas fournie. Une analyse comparative montre des divergences claires. Le service des fraudes de la banque a signalé le document et gelé la renégociation en attente. Silence. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes d'air mort venant d'un homme qui facture 400 € de l'heure. Êtes-vous en train de dire, a dit Guillaume lentement, que ma cliente a soumis un document falsifié? Je dis qu'un document portant une signature que ma cliente n'a pas exécutée a été soumis sous son nom. Le notaire et le prêteur ont tous deux été notifiés. L'enquête de la banque procède indépendamment de notre cabinet. Plus de silence, puis la voix de Guillaume visiblement plus tendue. Je vais devoir conférer avec mes clientes à ce sujet. Je recommanderais de faire cela bientôt, maître Perrin, avant que la division des fraudes de la banque ne le fasse pour vous. L'appel s'est terminé avec une confirmation de date pour vendredi. Jeanne a raccroché et s'est tournée vers moi. Sa pose m'a tout dit. Il ne savait pas pour la signature falsifiée. Elle a croisé les mains sur le bureau. Cela signifie soit que votre mère ne l'a pas dit à son propre avocat, soit que votre mère ne savait pas. Si Dominique ne savait pas, alors Chloé a fait ça toute seule et ne l'a dit à personne. Elle l'a dit à une personne, ai-je dit. Moi. Lors d'un appel enregistré. Les yeux de Jeanne se sont plissés. Pas de suspicion, mais quelque chose de plus proche de la satisfaction. Vendredi va être très intéressant. Mercredi soir, je rangeais après le dîner, vaisselle dans l'évier, l'eau coulant, quand mon téléphone a sonné. Papa. Vraiment papa cette fois. Valérie. Sa voix était la plus calme que j'ai jamais entendue. Pas en colère, pas l'autorité répétée qu'il empruntait parfois à maman. Juste fatigué. Le genre de fatigue qui vit dans les os. Salut, papa. L'avocat. Notre avocat a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il y a un problème avec les papiers de la maison. Quelque chose à propos d'une signature qui ne correspond pas. Il a marqué une pause. J'ai laissé la pause s'étirer. L'eau coulait toujours dans l'évier. Il dit que quelqu'un pourrait avoir signé ton nom sur un formulaire. C'est exact. Est-ce que tu... Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer. Est-ce que tu sais qui l'a fait? Tu devrais demander à Chloé. La respiration s'est arrêtée. Chloé. Le formulaire a été soumis sous son nom, papa. Représentante familiale autorisée. Elle l'a soumis 3 jours avant que maman ne m'envoie ce message vocal. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait coupé. Ce n'était pas le cas. Le compteur de secondes tournait toujours. Tu es sûr de ça? J'ai les dossiers de soumission. Mon avocate a la comparaison de signature. La banque l'a signalé pour enquête de fraude. Oui, papa. Je suis sûr. J'ai entendu quelque chose à travers le téléphone. Une chaise grinçait comme s'il s'était assis durement. Ou peut-être étaient-ce ses genoux. Laisse-moi parler à ta mère de ça.
Et c'était là. La phrase qu'il avait dite 100 fois au cours de ma vie. Laisse-moi parler à ta mère. Le report éternel. L'homme qui n'arrivait jamais tout à fait à avoir sa propre opinion avant de la valider avec Dominique d'abord. Papa, je n'appelle pas pour demander la permission. Je ne te demande pas de réparer ça. Tu m'as posé une question et j'y ai répondu. Si la famille veut résoudre ça, ça se passe vendredi. Bureau de Jeanne avec documentation. Valérie. Je t'aime, papa, mais j'ai fini de parler à des murs. J'ai raccroché. L'eau dans l'évier était devenue froide. Je me suis séché les mains et suis resté dans la cuisine un long moment. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était quelque chose de plus triste. Le son de mon père réalisant à 59 ans que la mauvaise fille disait la vérité depuis le début et qu'il avait passé des décennies à choisir de ne pas vérifier. Jeudi, l'assistante de Jeanne a envoyé l'invitation formelle au bureau de Guillaume Perrin. Une réunion dans la salle de conférence de Jeanne vendredi à 14 h. Participants, Valérie Legrand, Dominique Legrand, René Legrand, Chloé Legrand, Jeanne Arnaud, Guillaume Perrin. Jeanne et moi avons revu les règles de base ensemble. Si j'allais m'asseoir en face de toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, j'avais besoin de structure, pas d'émotion. Structure. Règle 1, pas de cri. Si une partie élevait la voix, la réunion serait ajournée immédiatement. C'était une discussion professionnelle, pas une dispute de table de cuisine. Règle 2, les affirmations nécessitent de la documentation. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi, mais s'ils voulaient être pris au sérieux, ils avaient besoin de papier pour le prouver. Règle 3, je présenterai en premier sans interruption mon dossier, ma chronologie, mes preuves, questions après. Guillaume a accepté les 3 termes dans l'heure. Il n'a pas contesté un seul point, ce qui me disait quelque chose d'important. Ses clients avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. Ils avaient besoin de ma signature, de mes paiements, de ma coopération. Sans ça, ils regardaient en face une renégociation gelée, une police d'assurance caduque, un fonds bloqué et un prêt qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. J'ai préparé mon dossier comme je prépare le portefeuille d'un client. Organisé, étiqueté, dévastateur. Onglet 1, le tableur, 130 000 €. Onglet 2, la signature falsifiée côte à côte avec l'original. Onglet 3, la trace email montrant les changements non autorisés de Chloé au compte joint. Onglet 4, la chronologie. Modification d'acte, changement d'email, message vocal, retrait du groupe, tout daté, tout documenté, et glissé à l'intérieur de la couverture arrière dans une petite enveloppe, une clé USB avec l'enregistrement. Je n'avais pas décidé si j'allais le jouer. Cela dépendrait de ce qui se passerait dans la pièce, de si Chloé dirait la vérité ou si elle ferait ce qu'elle faisait toujours. Marc a envoyé un SMS ce soir-là. Prête pour demain. J'ai répondu, dossier prêt. Main stable. Il a répondu, tu ne leur dois pas d'explication. Ils t'en doivent une. Va la chercher. J'ai mis mon réveil pour 6 h. Préparer mes vêtements. Bu une tisane à la camomille, que je déteste parce que quelqu'un m'a dit un jour que ça aide avec les nerfs. Ça n'a pas aidé, mais le dossier sur ma table de nuit, si. Vendredi, 14 h. Salle de conférence de Jeanne Arnaud au 3e étage de l'immeuble. Mur de verre, une longue table en noyer, 6 chaises en cuir, et une carafe d'eau que personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai posé mon dossier sur la table, aligné les bords. Jeanne s'est assise à ma gauche, ordinateur ouvert, bloc-notes prêt. Aucune de nous ne parlait. La pièce sentait le tonneur d'imprimante et le léger citron de ce que l'équipe de nettoyage utilisait. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman est entrée en premier. Chemisier bleu marine, menton haut, sac à main serré contre ses côtes comme un bouclier. Elle m'a regardé pendant exactement une seconde, pas mon visage, mais mon dossier, puis s'est assise sur la chaise la plus éloignée sans un mot. Papa a suivi. Polo gris, main dans les poches. Il m'a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la honte, quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Il s'est assis à côté de maman et a croisé les mains sur la table. Puis Chloé. Elle est entrée en dernier, ce qui était délibéré. Elle portait un gilet rose doux sur une chemise blanche.
Ses yeux étaient cerclés de rouge, récemment frottés, peut-être réellement larmoyants. Peut-être pas. Sa lèvre inférieure faisait ce léger tremblement qu'elle perfectionnait depuis l'école primaire. Elle a tiré sa chaise près de celle de maman et a cherché la main de maman sous la table. La performance était impeccable. Si vous ne connaissiez pas le script, vous penseriez qu'elle était la victime dans cette pièce. Guillaume Perrin est entré derrière elle, costume gris, poignée de main ferme avec Jeanne, un bref signe de tête pour moi. Il s'est assis au bout de la table, à équidistance des deux côtés, ce qui était techniquement neutre et pratiquement inutile. Jeanne a ouvert la séance. Merci à tous d'être ici. Cette réunion existe pour adresser les problèmes financiers et légaux qui ont surgi ces dernières semaines. Mademoiselle Legrand présentera en premier comme convenu par les deux conseils. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier, levé les yeux, établi un contact visuel avec ma mère pour la première fois depuis qu'un message vocal avait essayé de m'effacer de la famille. Je vais commencer, ai-je dit, avec un chiffre. J'ai fait glisser le tableur au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour le dossier. 130 214 €. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. C'est ce que j'ai contribué à cette famille au cours des 6 dernières années. Paiement du prêt sur cette propriété, 59 400 €. Frais de vie et mutuelle pour maman et papa, 19 200 €. Crédit auto de Chloé, 5 320 €. Dépenses d'urgence, opération, réparation de toit, caution, frais dentaires, le reste. Chaque paiement est documenté. Date, montant, relevé de compte, tout est sur cette feuille. Les yeux de maman descendaient le long de la page. Je la regardais scanner chaque ligne comme on regarde quelqu'un lire un rapport médical auquel il ne s'attendait pas. C'est ce que j'ai donné, ai-je dit. Pas comme un prêt, pas sous contrat, juste parce qu'on me l'a demandé et parce que je croyais que c'était ça, la famille. Maman a ouvert la bouche. Jeanne a levé un doigt, calme, ferme. Madame Legrand, vous aurez votre tour. J'ai sorti le deuxième document du dossier. 2 feuilles côte à côte. Je les ai placées à plat sur la table et tournées pour que tout le monde puisse lire. À gauche, ma signature du contrat de prêt original daté d'il y a 3 ans. À droite, une signature soumise sur un formulaire de modification d'acte demandant mon retrait du titre de propriété. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé. Je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le découvre dans mon email après avoir été retiré de cette famille par message vocal. Guillaume Perrin s'est penché en avant, étudiant les 2 signatures. Sa mâchoire s'est serrée. Le formulaire a été soumis électroniquement, ai-je continué, par Chloé Legrand, listée comme représentante familiale autorisée. 3 jours avant le message vocal. La pièce a changé. Pas un son, plus comme un changement barométrique. La main de papa a bougé vers son front. Guillaume s'est reculé dans sa chaise lentement. La prise de Chloé sur la main de maman s'est resserrée. Et maman. Maman a regardé les signatures, puis moi. Puis pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, Chloé. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle dit. Quelqu'un a falsifié ma signature, ai-je dit, pour voler ma part d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qui. Je n'avais pas à le faire. Chaque œil dans la pièce s'était déjà tourné. Chloé a lâché la main de maman. C'est fou. Je n'ai rien falsifié. Sa voix montait. Valérie fait ce qu'elle fait toujours. Elle manipule la situation. Elle se fait passer pour la victime parce qu'elle ne peut pas supporter que nous. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Chloé. Un mot, plat, calme. Il a coupé à travers sa phrase comme une lame à travers du papier. Avant que tu finisses cette pensée, je veux que tu entendes quelque chose. J'ai mis la main dans la couverture arrière du dossier, sorti la petite enveloppe et retiré la clé USB. L'ordinateur de Jeanne était déjà connecté à un haut-parleur sur la table. Je l'ai branché, trouvé le fichier, et j'ai survolé le bouton lecture avec le curseur. Ceci est un enregistrement d'un appel téléphonique entre toi et moi 2 mois avant le message vocal. L'appel a été notifié au début. Mon application joue une tonalité de notification audible. Si vous souhaitez contester son authenticité, Maître Perrin peut le faire vérifier.
Le visage de Chloé est devenu blanc. Pas rouge. Blanc. Le genre de blanc qui arrive quand le sang se retire de la surface. J'ai cliqué sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix de Chloé. Chaude, décontractée, cajoleuse. J'ai juste besoin que tu sortes de la gestion et de l'acte. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé Dominique. Elle fixait le haut-parleur comme s'il l'avait physiquement frappé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Pas de mots. J'ai regardé papa. Ses yeux étaient fermés. Sa main était toujours sur son front. J'ai regardé Guillaume Perrin. Il avait posé son stylo sur la table et croisé les mains, la posture universelle d'un avocat recalculant sa position. Et j'ai regardé Chloé. Elle regardait maman, cherchant la bouée de sauvetage qui avait toujours été là. La défense immédiate, le elle ne le pensait pas, la redirection instantanée du blâme sur moi. Maman n'a pas regardé en retour. 15 secondes de silence. Je les ai comptées comme on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre, attendant d'apprendre à quel point la frappe était proche. C'était le moment le plus bruyant que ma famille ait jamais connu. Puis Chloé a craqué. C'est hors contexte. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je parlais juste. Juste dire des choses. Les gens disent des choses. La voix de Jeanne était stable comme un scalpel. L'enregistrement est horodaté 2 mois avant qu'un document falsifié portant la signature de Mademoiselle Legrand ne soit soumis pour la retirer de l'acte. Le contexte, je dirais, est remarquablement clair. Chloé s'est tournée vers maman à nouveau. Sa lèvre tremblait. Vrai cette fois? Ou peut-être pas? Je ne pouvais plus dire. Maman. Maman, tu me crois, pas vrai? Elle déforme tout. Elle fait toujours ça. Dominique Legrand n'a pas regardé sa fille cadette. Elle fixait le tableur, la colonne intitulée Total, le chiffre en bas qui représentait 6 ans de la vie de sa fille aînée convertie en euros et centimes payés sans un seul merci. Elle n'a rien dit. Et dans ce silence précis, dévastateur, quelque chose a changé dans la pièce qui ne pourrait jamais être remise en place. J'ai fermé le dossier. Lentement. Le son de la couverture rencontrant la dernière page était le seul bruit dans la pièce. Dominique s'est tourné vers moi. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Valérie, je ne savais pas pour la signature. Je te le jure, je ne savais pas. Je te crois que tu ne savais pas pour la signature, maman. Elle a expiré. Mais tu savais quand tu as enregistré ce message vocal. Tu savais quand tu m'as retiré du groupe. Tu savais chaque fois que Chloé te racontait une histoire sur moi. Et tu n'as jamais appelé une seule fois pour demander si c'était vrai. Tu as choisi une version qui était confortable. Et j'en ai payé le prix. En euros, en années, à chaque fête où je m'asseyais au bout de la table et me disais que ça allait. Le menton de Dominique est tombé. Pas un hochement de tête. Plus comme si quelque chose en elle cédait d'une fraction. Je me suis levé. Voici ce qui se passe maintenant. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. La façon dont je livre une analyse de risque à un client quand les chiffres sont mauvais et qu'il n'y a pas de manière douce de le dire. Le mandat de l'héritage sera transféré à une société de gestion professionnelle. Je me retire en tant que mandataire, mais les termes que grand-mère a fixés seront appliqués. Éducation et médicale seulement. Pas d'exception. J'ai regardé la table. Je me retire en tant que co-emprunteuse sur le prêt. Vous avez 60 jours pour trouver un financement alternatif ou prendre une décision concernant la propriété. Je ne ferai pas un autre paiement. J'ai regardé Guillaume Perrin. Concernant la signature falsifiée. Je ne déposerai pas de plainte pénale cette fois, mais chaque document, chaque enregistrement, chaque communication a été préservée et est détenue par mon avocate. J'ai regardé Chloé. Elle fixait la table. Gilet tiré serré autour d'elle. La performance aux yeux rouges s'était finalement effondrée en quelque chose de réel, ou du moins quelque chose de plus proche. Chloé, je ne te déteste pas. Mais je ne te fais pas confiance. Et je n'ai pas à le faire. J'ai ramassé mon dossier, fait un signe de tête à Jeanne, marché vers la porte. La voix de papa a craqué,
basse. Valérie. J'ai fait une pause, la main sur la poignée. Je ne me suis pas retourné. 60 jours, papa. Utilisez-les bien. La porte a claqué doucement derrière moi. Mes talons ont résonné dans le couloir, réguliers, sans précipitation. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'avais déjà dit. En marchant vers ma voiture après, je me suis demandé si j'aurais dû gérer ça différemment, être plus douce, leur donner plus de temps, essayer un appel de plus avant de tout retirer. Une partie de moi voulait encore croire qu'une conversation aurait pu arranger ça. Mais chaque conversation depuis 6 ans avait fini de la même façon. Moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Leur auriez-vous donné une autre chance? Ou seriez-vous sorti de cette pièce de la même manière que moi? Dites-le moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, les pièces sont tombées exactement là où la gravité disait qu'elles tomberaient. La maison, sans moi comme co-emprunteuse, la renégociation familiale était définitivement morte. La banque a envoyé un avis formel. Dominique Legrand avait 90 jours pour soit reprendre les paiements complets du prêt seul, trouver un nouveau co-emprunteur avec un crédit qualifiant, ou faire face au début de la procédure de saisie. Le score de crédit de Dominique ne pouvait pas porter le prêt seul. Pas même de prêt. Le mandat de l'héritage a été transféré à une firme fiduciaire agréée à Paris une semaine après la réunion. Chaque euro comptabilisé. Chaque retrait maintenant sujet à une revue par un tiers contre les termes originaux de grand-mère. Chloé ne pouvait pas charmer, pleurer ou falsifier son chemin pour en sentir l'odeur. L'assurance, mon avis d'annulation a pris effet à la marque des 30 jours. La couverture santé de maman et papa a expiré un mercredi. Le jeudi, Dominique était au téléphone avec les comparateurs, apprenant pour la première fois ce que l'assurance coûte quand quelqu'un d'autre ne la paie pas. Près du double de ce que je couvrais. L'avocat, Guillaume Perrin, s'est formellement retiré de la représentation de la famille Legrand 10 jours après la réunion. Sa lettre à Dominique citait des divergences factuelles irréconciliables, un langage juridique poli pour votre fille a commis une fraude et vous ne me l'avez pas dit. Ils étaient maintenant sans conseil. Et le récit social, celui que Chloé avait construit si soigneusement sur Facebook, a commencé à se fissurer. Tante Hélène a appelé maman après la réunion et a posé des questions pointues. Un cousin du côté de papa m'a envoyé un SMS directement, j'ai entendu dire qu'il y avait des documents falsifiés. C'est vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Les faits faisaient leur propre tournée de presse. Rien de tout cela n'était une vengeance. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas organisé un effondrement. Je me suis retiré d'une structure qui ne tenait debout que parce que je la soutenais. Quand j'ai lâché prise, elle a fait ce que toute structure non soutenue fait. Elle a plié. Pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle n'a jamais été construite pour tenir seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi, je lisais sur mon canapé, un vrai livre, des pages en papier, pas d'écran, quand papa a appelé. Sa voix était plus mince que d'habitude, comme si quelqu'un l'avait étirée sur trop de nuits blanches. Valérie, je voulais t'appeler. Salut, papa. Je veux dire que je suis désolé. Je sais que j'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû poser des questions quand ta mère a envoyé ce message vocal. J'aurais dû regarder la paperasse moi-même au lieu de juste faire confiance que quelqu'un d'autre gérait. J'ai attendu parce qu'avec papa, l'excuse venait toujours avec le 2e paragraphe. Mais chérie. Est-ce qu'il y a un moyen que tu puisses nous donner plus de temps avec la maison? Ta mère regarde les options, mais 90 jours c'est. Ce n'est pas beaucoup. Si tu pouvais juste étendre l'arrangement de co-emprunteur pour quelques mois de plus jusqu'à ce qu'on trouve. Papa. Il s'est arrêté. J'ai entendu l'excuse. Je l'apprécie. Vraiment. Mais j'ai aussi entendu le mais. Tu n'appelles pas parce que tu es désolé. Tu appelles parce que la famille a besoin de ma signature à nouveau. Silence, puis doucement, les deux, Valérie. C'est les deux. Peut-être que ça l'est. Mais la réponse est la même. Les 60 jours que j'ai donnés à la réunion sont toujours en vigueur. Rien ne change. Ta mère est terrifiée de perdre la maison. Alors maman devrait parler à un conseiller financier. Pas à moi. Plus de silence. Puis la chose qui a frappé le plus fort.
Pas ces mots, mais le son de son expiration. Longue, dégonflée. Le soupir d'un homme qui sait qu'il demande à la mauvaise fille de réparer un problème causé par l'autre fille, mais manque de colonne vertébrale pour le dire à voix haute. Je comprends, a-t-il dit finalement. Papa. Ouais. Je t'aime. Ça n'a pas changé. Mais aimer ne veut pas dire que je m'immolais par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Plus maintenant. Il a raccroché sans dire au revoir. Juste un clic et puis rien. Le même silence abrupt qui avait été sa réponse à chaque question difficile de toute ma vie. J'ai posé le livre, fixé le plafond. Il s'était excusé et avait demandé une faveur dans le même souffle. Et la pire partie était que je pense qu'il pensait sincèrement les deux. Le pardon et la demande. Il ne comprenait juste pas que l'un annule l'autre. Ou peut-être qu'il comprenait. Et c'était la partie la plus triste de toutes. 3 mois plus tard, les feuilles étaient parties. Les premières gelées étaient venues et reparties. Paris faisait ce que Paris fait en janvier. Froid, gris, obstinément vivant. J'étais assise dans un café près de mon bureau un samedi matin, ordinateur ouvert mais inactif, regardant les gens à travers la vitre, un samedi normal, sans histoire. Et c'était ça le point. Pour la première fois de ma vie d'adulte, sans histoire ressemblait à un luxe. L'argent du prêt, 1650 € par mois, allait sur mon compte épargne maintenant. J'avais un fonds d'urgence pour la première fois de ma vie. Je remboursais mes prêts étudiants en avance sur le calendrier. J'avais réservé un vol pour la Bretagne pour un long week-end en février juste parce que je voulais voir l'océan. Je n'avais jamais réservé un voyage juste parce que je le voulais avant. Chloé et moi ne nous étions pas parlé depuis la réunion. Pas un SMS, pas un message vocal, pas même un like sur une photo. Silence complet. J'ai vérifié son Facebook une fois par habitude. Elle avait posté un nouveau statut. Nouveau départ. Pas de contexte, pas de mention de moi ou de la maison ou de tout ça. Juste la version curée de sa vie aseptisée pour un public qui ne connaissait pas l'histoire. J'ai défilé et je n'ai rien ressenti. Et ce rien, ce vide propre et calme où la culpabilité vivait avant, était la chose la plus proche de la liberté que j'ai jamais connue. Maman a appelé une fois environ un mois après la réunion. Sa voix était différente. Pas chaleureuse exactement, mais les bords tranchants avaient été poncés. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a dit d'accord. L'appel a duré 90 secondes. Elle ne m'a pas culpabilisé. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas mentionné Chloé. Ce n'était pas une guérison. C'était un cessez-le-feu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Papa a envoyé un SMS pour mon anniversaire. 3 mots. Joyeux anniversaire, Valérie. Première fois depuis des années. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste mon nom et une reconnaissance que j'existais. C'était le plus petit geste possible, mais c'était le sien. La maison s'est vendue 6 semaines après la réunion. Dominique l'a mise en vente quand il est devenu clair que personne ne co-signerait un nouveau prêt. J'ai signé les papiers pour libérer mon nom de l'acte, les vrais papiers, cette fois avec ma signature réelle. Je n'ai pris aucun produit de la vente. L'acte listait Dominique comme propriétaire principal et le capital était à elle. J'avais déjà calculé la perte, 59 000 € en paiements hypothécaires vers une maison où je n'ai jamais vécu. Je l'ai passé par perte et profit, pas sur mes impôts, mais dans ma tête, un paiement de scolarité pour la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Marc m'a retrouvé pour un café cet après-midi-là. Il s'est glissé sur le siège en face de moi, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a dit « Comment te sens-tu » J'y ai pensé. Vraiment pensé. Plus légère, ai-je dit. Comme si j'avais posé quelque chose que je n'avais pas réalisé porter. Il a hoché la tête. N'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois en 6 ans, chaque euro que je gagnais était à moi. Pas à moi pour donner. Pas à moi pour sacrifier. Pas à moi pour utiliser comme preuve que je méritais un siège à une table que je payais déjà. Juste à moi. Calmement, banalement, magnifiquement à moi. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma famille. Je vous la raconte parce que quelque part là-bas en ce moment, quelqu'un est assis avec son téléphone à la main,
fixant une confirmation de virement pour de l'argent qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer à quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. Et ils se disent la même chose que je me suis dite pendant 6 ans. C'est bon. C'est la famille. C'est ce que fait la famille. Chloé n'est pas un monstre. C'est une personne qui a appris très jeune que mentir est récompensé et que pleurer ouvre des portes. Personne ne l'a jamais fait arrêter. Personne ne lui a jamais montré une conséquence qui restait jusqu'à ce que la conséquence porte mon nom et vienne avec un avocat. Maman n'est pas maléfique. C'est une femme qui a construit son identité autour du contrôle, autour d'être le centre d'une famille qui obéissait à un script qu'elle écrivait. Quand j'ai arrêté de suivre le script, elle n'a pas su répondre autrement que par la force. Ce message vocal n'était pas de la cruauté. C'était de la panique déguisée en autorité. Papa n'est pas un méchant. C'est un homme qui a passé toute sa vie à choisir le silence plutôt que la confrontation. Et un jour, il a réalisé que le silence a un prix aussi. Il apprend encore cela. Je pense qu'il pourrait y arriver. J'espère qu'il le fera. Et moi, je suis la femme qui a finalement compris que le mot famille n'est pas un chèque en blanc. Que aimer quelqu'un ne signifie pas financer sa vie pendant qu'il efface la vôtre. Que les limites ne sont pas une punition. Les limites sont la vérité délivrée sans excuse. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma famille dans 1 an. Je ne sais pas s'il y aura un Noël auquel j'assisterai ou un appel téléphonique qui ressemblera à la maison. Je n'ai pas besoin de savoir. Pour la première fois, je ne construis pas ma vie autour de leurs réponses. Alors, je vous demande ceci, et je veux vraiment savoir. Si les gens qui étaient censés vous aimer le plus vous disaient de partir, vous battriez-vous pour rester ou les laisseriez-vous enfin voir à quoi ressemble la vie sans vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Merci d'être resté avec moi à travers toute cette histoire. Si une partie de cela a résonné en vous, si vous avez déjà été celui qui tenait tout ensemble tout en s'entendant dire que vous n'étiez pas assez, je vous vois.